Radio Cultura .eus. Les femmes doivent atteindre encore plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire. Et ça, c'est le Forum économique mondial qui le dit, selon son rapport annuel de 2024 sur les inégalités femmes-hommes dans le monde. 130 ans d'attente. Et si l'on se rassemblait pour faire de ce futur lointain une réalité dès demain ? La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, Femmes engagées avec vous. Série axée à la santé pour toutes, les maladies gynécologiques, le cas de l'endométriose en 4 épisodes. Année 2025, la Bulle part en reportage. Immersion dans la douleur de l'endométriose, chapitre 1. La Bulle. Dans l'endométriose, maladie gynécologique inflammatoire et chronique pour rappel, on retrouve divers symptômes. Il y a par exemple des troubles digestifs, la fatigue chronique, des troubles urinaires, des problèmes de fertilité aussi. Tout le monde n'a pas forcément chaque symptôme dans le tableau clinique, mais en tout cas, le mot douleur est au centre de la symptomatologie. Cette douleur, elle est souvent reliée au cycle menstruel. Et il y a notamment de fortes douleurs pendant les règles. On appelle ça dysménorrhée dans le jargon. C'est le principal symptôme et le plus précoce. Mais cette douleur, elle peut aussi se manifester de manière continue. On note aussi des douleurs pelviennes chroniques, sous le nombril, des douleurs dans la région lombaire, dans le dos, l'abdomen aussi, et des douleurs pendant ou après les rapports sexuels. Et enfin, des douleurs pour déféquer ou uriner. Bon, concrètement, ces douleurs, elles sont liées aux lésions d'endométriose elles-mêmes, mais aussi à l'envahissement de nerfs par ces lésions. Elles sont liées aux réactions inflammatoires de l'organisme. Elles peuvent aussi être liées aux adhérences qui se développent parfois entre les organes touchés. Les adhérences, on en parlera plus tard, mais c'est des tissus fibreux comme une toile d'araignée qui peut relier les organes entre eux. Voilà un petit topo sur la douleur dans l'endométriose, mais bien souvent elle est minimisée, disqualifiée. On peut entendre des phrases comme « les règles c'est douloureux, c'est comme ça ». « C'est normal d'avoir mal ». « Prends un Spasfon, ça ira ». « Oh, arrête, c'est dans la tête ». Du coup, on se demande pourquoi ce silence, pourquoi cette minimisation. Daniel Weimann, directeur de recherche à l'INSERM, dont les travaux sont les thématiques liées aux pathologies de la reproduction chez l'humain, dont l'endométriose, explique dans un interview en mars 2023 sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que même si ces douleurs très fortes pendant les règles sont décrites depuis l'Antiquité, l'existence de lésions d'endométriose n'a été formulée qu'en 1927 par un obstétricien américain, John Sampson. Il y a eu pendant longtemps l'idée que le fait d'avoir des douleurs pendant les règles était normal. Selon lui, l'établissement d'une échelle de la douleur a permis, entre autres, de changer les choses. Il dit que sur une échelle de 1 à 10, les femmes qui ont de l'endométriose admettent qu'elles sont à 10. Ça correspond à une fracture osseuse ou un accouchement sans péridurale. Dans les années 70, du côté du monde médical, c'est souvent en lien avec le traitement de l'infertilité qu'on diagnostique l'endométriose. Et selon la chercheuse en sociologie Anne-Charlotte Millepied, dans un article de 2023 paru dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et Claire Lactu, elle dit qu'à cette époque, les femmes ne se tournent pas spontanément vers un médecin parce qu'elles ont par exemple des douleurs de règles. C'est essentiellement quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants qu'elles le font. C'est donc autour de l'infertilité que l'endométriose se trouve rendue visible. On parle pas de douleurs, de sang, de règles, etc. Et puis, dans les années 70, on est encore au début des grands mouvements féministes et d'émancipation des femmes. On est à un moment où le rôle de la femme dans la société se définit encore par le fait qu'elle puisse devenir mère ou pas. Et en étant infertile, elle ne peut pas incarner pleinement ce rôle social qu'on attend d'elle. Et pour finir, on est avant le développement des techniques d'aide à la procréation. C'est donc une époque où être infertile signifie ne pas pouvoir être parent. Et donc on sent bien la notion de responsabilité par les femmes et aussi un sentiment de culpabilité. Bon voilà, depuis les choses ont évolué. Jusque dans les années 2000, l'endométriose était exclusivement diagnostiquée par chirurgie. Et ça, on le retrouve dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et Claire Lactu dont j'ai parlé tout à l'heure. Le professeur Charles Chaperon du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à Cochin évoque ceci notamment. L'endométriose, un nouveau paradigme. De chirurgical, le diagnostic devient clinico-radiologique. C'est-à-dire que l'entretien clinique apparaît normalement comme un des examens de première intention,
avec au centre un inventaire des symptômes et tout un axe développé autour de la douleur. On recherche ces douleurs et une cartographie des zones douloureuses est réalisée. Et bien sûr, c'est complété par des imageries de type échographie pelvienne. Une IRM et une échographie endovaginale sont ensuite proposées comme examen de seconde intention pour prévoir la prise en charge spécialisée. Bref, tout ça pour dire que cette maladie et les douleurs associées ont traversé l'histoire de l'humanité. Mais ça a été longtemps méconnu et peu étudié. Et c'est encore plus ou moins tabou aujourd'hui. Lone Hummel-Schoge, directrice exécutive de la World Endometriosis Research Foundation, parle de normalisation de la douleur. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait une absence finalement de financement en termes de recherche sur ces sujets-là. Puis globalement, la santé des femmes n'était et n'est pas encore vraiment prioritaire, et ça dans tous les pays du monde. À titre d'exemple, les journalistes Solène Lehen et Marie-Morgane Lemoel, dans leur ouvrage « Les négligés EES, enquête au cœur du business de la santé des femmes », a publié en février 2025 leur livre. Elles disent que 1% des financements consacrés à la recherche et à l'innovation en santé au niveau mondial vont à la santé des femmes. Finalement, c'est très peu. Alors voilà, la question que je souhaite poser, la bulle. En quoi la question de la douleur dans l'endométriose est un enjeu individuel et collectif, et donc un levier à actionner pour atteindre l'égalité en termes de santé? Pour tenter d'y répondre, je vous propose un documentaire à voix multiples dont voici le premier chapitre. Bonjour la bulle, c'est Lulu. Allez, c'est parti pour ce documentaire. Je vous propose d'abord de faire un micro-trottoir. Le but, c'est de commencer à parler du thème de ce documentaire, douleur et endométriose donc, et d'avoir un aperçu des représentations qui existent autour de ces sujets, auprès de tous et toutes. Bon, bien sûr, on ne pourra pas généraliser à l'ensemble de la société les paroles que je vais recueillir. Allez, c'est parti, découvrons ce micro-trottoir. Du coup, est-ce que vous connaissez la maladie de l'endométriose ou pas forcément? Est-ce que vous avez des interrogations en tout cas sur ce type de maladie gynécologique? Alors oui, je connais l'endométriose puisque mon ex-femme a souffert d'endométriose et donc oui, je connais ça. L'endométriose, je sais que ça touche les femmes, que c'est par rapport aux parties intimes et que ça provoque des douleurs pendant les règles, des trucs affreux. Je crois que j'en souffre pas, mais je crois qu'il y a une méconnaissance sur le sujet. Et vous avez des expériences dans vos entourages ou des amis d'amis potentiellement qui vous en ont parlé ou quoi? Oui, moi je connais des amis qui ont ça, des ex, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui est apparemment très difficile à vivre parce que c'est très mal traité, c'est pas remboursé, etc. On a beaucoup de méconnaissances et c'est quelque chose qui est très problématique. Moi j'ai une pote qui en souffre terriblement. Elle disait que c'était une maladie qui arrivait aux hommes, ça ferait longtemps que ce serait soigné, qu'on aurait beaucoup plus de connaissances, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait plus prendre en compte, je pense, globalement, dans la santé publique. Ouais, j'ai plusieurs personnes qui sont concernées et je l'ai d'autant plus remarqué par leur absence en fait. J'ai remarqué que c'était une maladie qui mobilisait beaucoup au quotidien, tous les mois et pendant les périodes d'inflammation, si je peux appeler ça. Mais aussi et surtout avant, en fait, avec l'anxiété, de la douleur qui pouvait arriver, etc. Et ça m'a beaucoup touchée d'essayer d'être un pilier tant bien que mal, et d'accompagner dans l'appréhension, en fait, de ces phases qui sont vraiment cycliques et mensuelles et qui reviennent. Et pour autant, je voyais que les personnes n'arrivaient pas à s'habituer. Et en même temps, on ne peut pas s'habituer à une telle douleur, de ce que j'en ai compris, mais c'est vraiment navrant de voir que le schéma se répète encore et qu'on est complètement désarçonné face à ça. Et que ça concerne bien plus que juste la période menstruelle de une semaine. Il y a ce avant et ce après, le temps de se remettre sur le pied, de se rétablir, de repouvoir profiter de la vie pendant ce petit laps de temps. Voilà. Alors je connais via des copines des expériences qu'elles ont vécues et du coup qu'elles racontent. Après c'est assez récent, j'ai l'impression. Parce que en fait elles ont mis du temps, pas à s'en rendre compte, mais à que ça soit reconnu en tant que tel.
En fait, à chaque fois, leur médecin ou les tests qu'elles faisaient, c'était assez rabaissé et comme si c'était pas vraiment reconnu comme une maladie, mais plus une sorte de caprice ou autre. Et en creusant, en fait, elles se sont rendues compte qu'elles avaient ça et ça impacte pas mal du coup leur cycle, enfin leur rythme de vie au quotidien parce que c'est une semaine entière où il y a des choses qui sont pas possibles parce que c'est des vraies douleurs internes et aussi émotionnelles, psychiques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, par exemple, d'arrêt maladie ou d'emploi du temps où on dit en fait c'est ok que t'aies ça et que tu viennes pas parce que c'est un peu mis sous le tapis. J'ai l'impression. Et dans vos expériences auprès de votre entourage, qu'est-ce que cela vous a fait ressentir ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'impact dans son quotidien, dans votre quotidien, dans la cellule familiale ou des choses comme ça ? C'était il y a 15 ans, donc on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Je vois dans les médias, etc. Mais à l'époque, ça a été même compliqué pour le diagnostic, puisqu'elle ne savait pas pourquoi elle avait mal, etc. etc. Et on était en Auvergne et elle est tombée sur un médecin qui était spécialiste du sujet, au niveau même mondial. Et donc c'était un des précurseurs, alors je ne peux plus vous donner le nom. Donc du coup, elle a été diagnostiquée et opérée de l'endométriose. Et voilà. De la chance, je suis privilégiée déjà, parce que ça implique encore plus de traitement, encore plus d'écoute de soi-même, d'apprendre à gérer la douleur, à méditer, à respirer, etc. Et c'est des choses que je fais à moindre mesure. Et c'est un luxe de ne pas avoir à me soucier à la gestion de la douleur en fait, au quotidien. Et j'ai le luxe de pouvoir vivre chaque cycle menstruel assez apaisé et librement. Et je me considère vraiment privilégiée vis-à-vis de ces personnes qui ont cette charge mentale, cette charge physique et tout ce que ça incombe de maîtrise de soi, voilà, et soutien, force morale, émotionnelle. Et j'aimerais pouvoir donner plus, j'aimerais pouvoir être plus présente, mais trop souvent j'ai juste l'impression d'être à peine une épaule sur laquelle s'appuyer, puisque en fait il n'y a rien à faire si ce n'est que d'être présent. Et il y a une véritable impuissance et ça sert à rien de rejeter la faute sur les autres, de dire qu'on n'est pas assez avancé sur les recherches, sur cette maladie, qu'on n'a pas assez d'informations, puisque c'est aussi une responsabilité individuelle que j'ai pris, mais en surface, je me considère pas assez renseignée sur le sujet. Et voilà, et en même temps, quand je vois les personnes qui en souffrent tellement et quand je vois la part que ça prend dans leur vie, j'ai pas envie que ça incarne leur personne. Donc j'ai pas forcément envie d'en parler avec elles, de pousser ça et d'en faire vraiment le centre de leur vie, quoi. Mais en fait, il s'agirait de communiquer avec les personnes concernées, de savoir est-ce qu'elles ont envie de s'étendre sur ces sujets, est-ce qu'elles ont besoin d'en parler, est-ce qu'il y a un besoin d'écoute ou est-ce qu'il y a un besoin de s'évader, de passer des bons moments, de vivre autre chose, même si on peut passer des moments absolument incroyables à se soulager et à savoir qu'on a du soutien. Mais moi, je le vois comme un bonnet qu'on mettrait sur la tête et qui est accessoire à la personne, qui ne la caractérise pas. J'ai l'impression que c'est pas assez écouté parce qu'en fait c'est ok que le corps à un moment donné il ait besoin de repos ou accepter que le corps il ait une douleur et qu'on va pas forcément être proactif et c'est ok de dire non je peux pas, j'ai mal. Et j'ai l'impression que dans notre société c'est un peu vu comme quelque chose de lourd ou de négatif alors qu'en fait ça fait partie du corps et on devrait plus l'accepter dans la vulnérabilité en fait. Et d'ailleurs, on parle de douleurs de règles incapacitantes importantes depuis l'Antiquité et on a proposé le terme d'endométriose en 1927. À votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui est pris en compte finalement depuis si peu de temps ? C'est toujours les mêmes problématiques. Là, ça soulève la problématique de genre et de ce que la société en fait impose au genre. Et du coup, tout le monde essaie de faire avec, quoi. Et c'est vrai que pour lancer des recherches pour une maladie qui touche essentiellement les femmes, pour laquelle il faut un budget, on réfléchit pas en premier à la santé, quoi. Je pense. On réfléchit plus à ok. Si c'est pour les femmes, ça peut attendre un peu. Hein. C'est que des femmes, ça va. Donc voilà. Sur le fait qu'on ait mis du temps pour parler des douleurs de règles, oui, je pense que c'est les sociétés aussi qui évoluent. Après, c'est aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, qu'on se concentre un petit peu plus sur les sujets qu'on pensait mineurs et pas importants avant. Donc voilà, maintenant, oui, c'est un réel sujet et c'est bien qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Bon, merci à Lucie, Vincent, Ondine et les 2 anonymes ayant participé à ce micro-trottoir.
Vous voyez bien que l'endométriose semble être connue de par les expériences vécues autour de soi, particulièrement ici. Et le mot douleur revient au premier plan. Et je sais pas vous, mais quand je commence à en parler autour de moi, dans divers groupes d'amis ou d'amis, il est pas rare qu'une ou plusieurs personnes disent « Ah, mais tu sais, moi aussi j'ai de l'endométriose » ou « Ah ben, j'ai une amie qui en a et c'est pas facile ». Pendant le micro-trottoir, quelques personnes rencontrées, que je n'ai pas enregistrées, ont pu me dire ne pas connaître grand-chose sur ce sujet et ne pas se sentir alors capable d'en parler. Et je n'ai pas insisté. Il semble du coup qu'il y a encore un peu de méconnaissance autour de cette maladie, et encore plus autour de ses répercussions, dans le quotidien et au sein de la société. Bon, j'en ai pas parlé dans l'introduction de cet épisode, mais sur le plan politique quand même, les choses évoluent un peu depuis quelques années. Pour rappel, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été lancée en janvier 2022 par le ministère des Solidarités et de la Santé en France. 3 axes y sont développés. Placer la France aux avant-postes de la recherche et de l'innovation sur l'endométriose, garantir un diagnostic rapide et l'accès à des soins de qualité sur tout le territoire, communiquer, former et informer l'ensemble de la société sur cette maladie. Ces évolutions, elles sont aussi dues quand même à l'action de certains acteurs clés de la société civile, comme EndoFrance, première association de lutte contre l'endométriose créée en France en 2001, ou l'association EndoMind, née en 2014 et qui organise l'Endomarch. C'est une marche mondiale de lutte contre l'endométriose, ça vient des États-Unis, et ça a lieu chaque dernier samedi du mois de mars. Voilà, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération de femmes communiquent pour s'entraider, se former et lutter contre les préjugés associés à cette maladie, devenue un marqueur du féminisme contemporain. Et ça, c'est la journaliste Léa Iribarne-Garay, dans un article paru dans Le Monde en 2022 qui le dit. Bref, ça évolue pas à pas. Et de manière spécifique, la question de la douleur dans cette maladie semble quand même être au cœur des enjeux actuels de l'accompagnement. Cet accompagnement, il se veut multidisciplinaire et global. Du coup, pour compléter ce premier chapitre du documentaire, dans le prochain épisode, vous découvrirez ce qui peut être proposé aujourd'hui pour soulager les personnes atteintes de cette maladie. Donc, à très vite pour le prochain podcast. La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, femme engagée avec vous. La Bulle. Alors, et vous ? Imaginez-vous aussi que l'atteinte de l'égalité réelle dans le futur passe par l'accès à la santé pour toutes ? Si vous voulez continuer ce voyage avec La Bulle le podcast, retrouvez-la sur Radio Cultura et autres plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Partagez ce podcast auprès de vos proches et découvrez les 3 autres épisodes de cette série Accès à la santé pour toutes, le cas de l'endométriose, une fiction avec un voyage temporel pour imaginer l'égalité du futur, un entretien témoignage et un débat pour compléter ce documentaire. Radio Cultura .eus